Arrive le numérique et surtout les smartphones, où là, une profusion d'images en permanence dégrade un peu le côté un peu noble et unique du photographe. Puis je pense que j'avais atteint un plafond artistique aussi, quoi. Je me répétais. Ça m'a fait trop de mal. Je pense que j'ai dû faire une espèce de léger burn-out, quoi. Je ne pouvais plus faire de photos. C'était une souffrance. Je méprisais ce que je faisais. Je me méprisais moi-même et je me suis dit j'arrête, quoi. Voilà. J'ai commencé la photo parce que je faisais rien de ma vie. Mon père venait de mourir et ma sœur était partie au Mexique. Et donc, quand elle a vu que je faisais rien, elle m'a dit viens avec moi, tu vas habiter au Mexique avec moi. Elle était archéologue et c'est là-bas que j'ai rencontré un photographe. Et quand je suis rentré à Paris, ce photographe, Éric Mulet, a monté Les Inrecuptibles. Comme je voulais faire de la photo, parce que je l'avais vu faire, j'avais trouvé ça très beau, très facile aussi, parce qu'il avait juste un Leica sous la veste et il se baladait toute la journée. Donc je me suis dit, tiens, c'est parfait pour moi. Donc je me suis acheté un petit appareil et les premières photos étaient très bien et j'ai été publié par Libération tout de suite. Et très vite, grâce aux Inrecuptibles, où on avait une philosophie, c'était de faire le contraire de l'image du photographe, c'est-à-dire qu'on voulait travailler très vite, spontanément. Donc c'est un exercice qui m'a formé à faire des portraits en 10 minutes. Et des portraits qui ont l'air d'avoir été faits sur une après-midi. Donc une espèce de concentration extrême comme ça a fait de moi un photographe très souple, très utilisable aussi par la presse, parce que évidemment, très vite, on m'a envoyé sur des sujets difficiles, et j'arrivais à faire des photos en quelques minutes qui pouvaient faire l'objet d'une couverture, comme Tom Hanks ou des choses comme ça. Ça a été fait en moins de 5 minutes, quoi. Et pourtant, c'est la couverture d'un magazine de mode, quoi. J'avais pas de studio, j'étais complètement sans assistant, sans beaucoup de matériel non plus. Et ça, c'était une vie qui me plaisait énormément. Aller chez les gens, entrer dans des tas d'environnements différents. Parce que très vite, j'ai travaillé aussi pour des magazines de sport, d'entreprise, des maisons de disques. Et du coup, les commandes étaient très variées. C'était extrêmement riche, vaste, quoi. Et ça, j'ai adoré. Très vite, j'ai vu arriver le moment où on nous disait non, non, on arrête. Il faut qu'on voit bien les visages. Il faut que les gens les reconnaissent instantanément quand ils tournent les pages du magazine. Il y avait un anti-intellectualisme qui s'est installé, c'est-à-dire que les photos tout petit peu plus subtiles, c'était terminé, on ne voulait plus. Arrive le numérique et surtout les smartphones, où là, une profusion d'images en permanence dégrade un peu le côté un peu noble et unique du photographe. Donc il fallait se hisser soit vers les galeries d'art, soit vers des grands sujets à long terme et tout ça. Et moi, c'est pas mon truc. Moi, j'étais un photographe du quotidien. Je tenais des carnets de photos avec des textes d'ailleurs, déjà. Et je photographiais ma vie. C'était un journal photographique. J'avais plus envie. Donc, il y a eu à la fois le métier qui s'était gâché et qui est toujours gâché. Puis je pense que j'avais atteint un plafond artistique aussi, quoi. Je me répétais. Comme un vieux magicien qui répète son tour, voilà, sur une tournée en province. Il y avait un côté comme ça, quoi, qui m'emmerdait. Ça m'a fait trop de mal. Je pense que j'ai dû faire une espèce de léger burn-out, quoi. Je ne pouvais plus faire de photos. C'était une souffrance. Je méprisais ce que je faisais. Je me méprisais moi-même. Et je me suis dit, j'arrête, quoi. Voilà. J'ai commencé à écrire quand j'étais tout petit parce que j'adorais la calligraphie. Je recopiais oui, oui. Pendant des heures. J'adorais la vie des écrivains, ça me fascinait, ces gens qui restent à la maison et qui n'allaient pas à l'école. Enfin, et puis cette liberté de pouvoir dire exactement ce qu'on veut. Et j'ai commencé à écrire en 2011, c'était, je crois, le 2 janvier. Et puis c'était de mieux en mieux. Et donc j'ai publié mon premier recueil de nouvelles en février 2013. Je suis tombé mais complètement
en amour avec ce métier, quoi. Tout à coup, je me suis pris au sérieux et j'ai adoré structurer ça, cette passion-là, c'est-à-dire ne pas écrire juste quand j'avais un peu de temps, mais me dire, voilà, tous les matins, je me lève, j'écris jusqu'à l'heure du déjeuner. Je fais que ça, quoi. Donc évidemment, la photo, j'avais plus du tout envie d'y aller, quoi. Je travaille tous les matins, je me lève. D'abord, j'habite seul, hein, on vit séparément avec ma compagne. Et comme ça, j'ai vraiment, je perds absolument aucun instant. Je me lève et je me mets à travailler. Je travaille jusqu'à 13 heures à peu près, à la rédaction, à la création, quoi, du texte. J'écris réellement. L'après-midi, je me documente, je prends des notes, c'est plus léger. Et l'après-midi, j'arrive pas à écrire de belles choses dont je suis fier le lendemain, quoi. L'après-midi, c'est faible, quoi. Il y a une espèce d'endormissement, de fatigue. C'est moins. La grâce vient pas, quoi. Mais je peux pas inventer quelque chose qui vraiment me rend fier, heureux. Je sens que j'ai dépassé un peu ce que je pensais être ma limite et tout ça. Ça, c'est vraiment le matin. Et donc, pratiquement pas de week-end, à part le dimanche, mais je travaille aussi le samedi matin. Et pas de vacances. Mais ça, c'est économique. C'est que comme ça rapporte presque rien, je n'ai pas vraiment de vacances. Mais il m'arrive d'accompagner ma compagne en vacances et en général, on me ménage un endroit. Partout où je vais, on me ménage un endroit, une petite pièce, quelque chose dans laquelle je vais pouvoir travailler le matin. Parce que sinon, je ne suis pas très bien. J'ai l'impression de pas de perdre mon temps, mais il y a une frustration. Voilà. Passer de la photo à l'écriture, artistiquement, ça n'a pas changé ma manière de voir le monde. C'est un mode d'expression qui est assez cohérent, qui se tient, quoi. Je trouve que la photographie est une forme d'écriture et la littérature est une forme de photographie aussi. C'est très lié, c'est très cousin. Sauf que c'est pas du tout les mêmes revenus, c'est pas du tout la même manière de travailler physiquement. La photographie, on sort, on se déplace. Il y a quelque chose de physique. La littérature, c'est vraiment être assis pendant 4 heures tous les matins, et c'est très difficile. C'est pas agréable ça. De rester assis. D'ailleurs, je me lève sans cesse, je fais des exercices. Je ne peux pas rester assis très très longtemps. Et la vie d'écrivain, c'est une vie beaucoup plus douce. Je suis beaucoup plus en maîtrise de mon temps, des gens que j'ai envie de voir. Les défis sont plus difficiles à relever. Je trouve que autant en photo, j'avais atteint mon maximum. À un moment, je l'ai atteint et j'ai pas réussi à me renouveler. J'ai pas réussi à évoluer, quoi. Alors que j'ai l'impression qu'il y a un crescendo en littérature, enfin dans mon travail, quoi. Alors peut-être qu'un jour je me rendrai compte que j'ai atteint mon max et puis que ça sera pas non plus extraordinaire et que, enfin, par rapport à ce qui est possible de faire, sachant que le panthéon de la littérature, c'est quand même c'est énorme, quoi. C'est, enfin, Proust, Céline, plein de gens, quoi. C'est merveilleux cette montagne comme ça dont on ne voit pas le sommet. J'adore, quoi. L'impression qu'on peut s'améliorer tout le temps, que tout peut faire littérature, qu'il faut chercher en soi, mettre en lien ses sentiments, ses réflexions et ses observations, essayer d'être le plus honnête possible. Il y a un travail sur soi. Moi, j'ai l'impression d'avoir changé en tant qu'homme, quoi, avec la littérature. Et puis, ce que ça change surtout, ouais, c'est quand même le rapport à l'argent, quoi. Ça, c'est terrible. Quand on passe d'un salaire qui était compris, hein, alors entre 3 000 et 8 000 euros à 200 euros par mois, oui, ça fait, on prend une sacrée claque. Il faut être sûr il faut être très très amoureux du nouveau métier, quoi. Très très convaincu que ça en vaut la peine, parce qu'il y a peu de récompenses.
En tout cas, l'argent ne vient pas récompenser le travail. Donc après, il y a les prix, les choses comme ça, les adaptations cinéma qui vous valorisent. Mais c'est pour ça que j'ai été prêt, je pense, à faire tous ces petits boulots dont on dit qu'ils sont assez dévalorisants, comme vider des caves, mettre des rideaux aux fenêtres, des choses comme ça. Mais en fait, c'est parce que la perspective était dans ma tête absolument géniale, quoi. C'était réussir à faire un prochain livre à chaque fois. J'ai été obligé de trouver des subterfuges, enfin des stratégies pour pouvoir continuer à écrire physiquement, à manger. La littérature tombe pas comme ça. Il faut aller la chercher, il faut peut-être pas la mériter, mais en tout cas la gagner, quoi. C'est un ensemble, c'est une vie entière, quoi, qui est consacrée à ça, quoi. Et on peut s'arrêter quand on veut. Les commandes photos, ce qui était bien, c'est que ça offrait une structure, ça obligeait. En littérature, il n'y a rien. Les éditeurs ne vous demandent pas quand est-ce que vous terminez votre prochain livre. Tout le monde s'en fout. On est tellement nombreux à écrire qu'on est tout seul, quoi. Donc il n'y a aucune pression. La vie n'est pas tout à fait la même. Il n'y a pas cette pression de l'argent. On n'en gagne pas. Peu. La motivation est extrêmement pure, c'est étrange, c'est une drogue, hein, c'est un plaisir. Hein. L'écriture, quand elle marche bien, quand vous êtes content de ce que vous avez écrit, c'est une explosion de bonheur, une fierté, un accomplissement. Ça répond à beaucoup de plaisir qu'on n'a pas toujours dans les autres travaux, quoi, dans les autres métiers, je trouve. Là, c'est quotidien. Quand ça se passe bien, je me réveille le matin et j'ai hâte de me mettre à l'écriture. J'essaie de me réveiller le plus vite possible parce que je sais que ça va être une jouissance, quoi. Ouais. J'ai éprouvé des joies à pleurer pendant la rédaction de certains livres, quoi, de satisfaction, d'émotion. Ça va rester en plus. Un livre, ça reste, quoi. Quand il est bon, il sort en poche. Ça reste. Il y a un engagement pour plus tard. On s'engage on assume ce qu'on dit. Il faut imaginer qu'on puisse avoir des regrets après d'avoir pas été assez fin ou subtil. Et donc il y a un travail sur la subtilité aussi qui est maniaque. J'adore ça. Autant je comprenais le marché de la photo, alors peut-être parce que j'y ai passé plus de temps, autant le marché du livre, je comprends pas. L'économie du livre m'échappe. On a beau m'expliquer, je ne comprends pas pourquoi un auteur ne gagne que 10% du prix de vente de son livre, par exemple. Et comme on a essayé de me l'expliquer et que c'était des gens très calés, je l'accepte. Je me dis, ok, il y a un truc que j'ai pas compris, mais ok, ça a l'air normal. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une espèce d'anomalie qu'un écrivain qui travaille, qui le fait pas en tout cas en dilettante. Moi, je travaille tous les jours, je publie dès que j'ai commencé à écrire, j'ai publié. Il y a eu, je publié dans une sublime maison, la NRF de Gallimard. Et je suis au RSA, quoi. Je comprends pas. Enfin, c'est pas ce que je vais dire, je le dis pas pour vanter ou mais disons, je représente ce genre d'écrivain qui est invité 4 fois à la Grande Librairie, qui passe à France Inter, France Culture, qui est reconnu parfois dans la rue, qui est installé maintenant comme écrivain pas très connu, mais dans un certain milieu, ça va. Les gens m'ont repéré, j'ai pas eu beaucoup de mauvaises critiques. Enfin, voilà, je suis pas tout seul et on est plein comme ça. Des écrivains qui travaillent bien, quoi. Des bons artisans, des bons artistes, quoi. Et on est au RSA. Il y a une anomalie. Je dis pas une injustice, parce qu'on est soumis à un marché. On vend pas. Voilà, on sait pas se vendre, peut-être, on touche pas les gens, on n'est pas à la bonne époque, j'en sais rien.
mais on fait notre métier. Si je faisais cette qualité dans mon travail et si j'avais ce succès dans mon travail en photo, je vivrais extrêmement bien. Si j'étais de cette qualité dans le cinéma, je vivrais bien. En littérature, on est les pauvres quoi, de l'art, quoi, alors qu'on est supposé rayonner à l'international dans la francophonie, quoi. La littérature française, c'est reconnu quand même. C'est comme les produits de luxe, on s'exporte, quoi. On vit mal. Alors, pour beaucoup d'auteurs, c'est pas grave parce qu'ils sont mariés, ils vivent avec un conjoint ou une conjointe, ou alors ils ont de l'argent, ou ils ont un deuxième métier. Ils sont professeurs, journalistes, que sais-je. Mais quand on n'est que écrivain, à part je crois une vingtaine ou une cinquantaine d'auteurs, pour les autres, c'est le RSA, quoi. On dépend de la CAF, pas du ministère de la Culture. Hein. Donc c'est ce que je raconte dans mon dernier livre, c'est que pour continuer à écrire en toute indépendance, et puis avec du temps, et en faisant ça sérieusement, je me suis mis à faire des petits boulots, parce que c'est tout ce qu'on m'autorisait à faire aussi, puisque j'ai aucun diplôme. Donc des petits boulots qui abîment physiquement, dont j'ai des séquelles d'ailleurs. J'ai toujours mal aux genoux après avoir descendu des gravats pour je ne sais plus combien, 50 €. J'ai arrêté de faire des petits travaux pendant la promotion d'À pied d'œuvre, parce que la promotion prenait beaucoup de temps, et puis parce que ce livre, je l'ai écrit vraiment innocemment. Mais quand j'ai commencé à en parler aux journalistes, aux libraires, je me suis rendu compte dans le regard, dans l'écoute des gens, que j'avais fait un truc pas normal finalement, que c'était pas normal cette situation. Et dans le livre d'ailleurs, je raconte qu'à un moment, je reçois les textos de journalistes me disant que mon livre précédent est sur la liste du Goncourt, et puis on est très excités. Il y a une espèce de réussite qui se met en place. Je me dis, j'ai réussi, il y a quelque chose, un succès d'estime en tout cas. Et puis là, texto qui tombe, est-ce que vous pouvez venir? Mes toilettes sont bouchées. Et donc ça fait bizarre. Et donc j'ai continué un petit peu, puis après j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, ok, j'arrête, quoi. J'arrête. Aujourd'hui, À pied d'œuvre est adapté au cinéma. On est en plein tournage en ce moment et ça a été assez vite, en fait. Donc je suis ravi. On a Bastien Bouillon qui va jouer mon rôle, Virginie Ledoyen, celui de mon éditrice, et surtout l'énergie de Valérie Donzelli, quoi, qui est un bonheur à regarder travailler, quoi. Et je viens de finir un manuscrit, oui, un roman que je vais présenter donc bientôt à un éditeur qui m'a demandé quand même 16 mois de travail, quasiment sans m'arrêter. Alors, j'imagine que j'ai écrit des centaines et des centaines de pages pour le réduire à la fin à quelque chose de condensé qui doit faire 180 pages, quoi. Ça prend énormément de temps à faire quelque chose d'un peu concis, tendu. Ça prend du temps. Je ne fais pas partie, Dieu merci, des auteurs, j'en connais en musique, qui ne s'arrêtent jamais, qui pensent qu'ils peuvent toujours améliorer leur et c'est un véritable enfer pour eux, quoi, parce qu'ils ne savent pas quand c'est fini. Ils ne savent pas s'arrêter. Mais à l'écrit, c'est vachement... Ça se construit, quoi, ça se travaille. Et puis parfois, ça vient du premier coup. Et ça, c'est incroyable. Je rêvais d'avoir une vie plus tranquille, avec un travail, des horaires. Je rêvais de ressembler aux gens que j'aime bien fréquenter. Et je n'ai pas réussi, en fait. J'ai quelque chose en moi qui est très immature. Et que si j'étais mature, si j'étais responsable, je n'aurais jamais pris ce risque d'abandonner la photo et de me mettre à consacrer tout mon temps à l'écriture. Alors, soit j'aurais pas abandonné la photo, j'aurais réussi de manière raisonnable à la rendre, à limiter les dégâts, à ce que ça me fasse pas trop de mal.
Mais j'aurais pris mes responsabilités. Et je pense que c'est cette immaturité-là qui m'a poussé à tout bazarder et à faire comme un enfant qui jette son jouet et puis qui en prend un autre, quoi. Bon, j'écris depuis 2011, mais bon, ça fait une grosse dizaine d'années. Il y a 6 romans. Je suis convaincu que j'ai fait le bon choix. Il y a des gens que j'admire qui me disent aimer mes livres. Donc il y a une satisfaction, une réussite, une forme de réussite malgré le manque d'argent. Je pense que si j'avais été raisonnable, je ne serais pas allé aussi loin. Tout ça, ces réflexions sur soi-même, c'est aussi l'écriture, hein, parce qu'on est tout le temps en train d'aller chercher en soi. Donc on se comprend mieux aussi. On s'accepte mieux. Donc ça valorise nos qualités et nos défauts, quoi. On en fait quelque chose, quoi. D'ailleurs, je suis parti sur le prochain livre, celui que je suis en train d'écrire, presque fini, là, je suis parti d'un de mes principaux défauts, quoi. À l'instar, j'avais entendu 2 humoristes dire leur manière de travailler, j'ai trouvé ça drôle. Ils disaient que ils prenaient leurs défauts et ils montaient les niveaux un peu jusqu'à en faire une caricature. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Et je suis parti comme ça, sur cette base-là, quoi. Mais bon, je ne peux pas en dire plus. Donc, il y a quelque chose de positif dans cette immaturité, c'est que je ne me suis pas soumis, je n'ai pas obéi à la raison. Je pense que c'est moins du courage que de l'inconscience, de la vraie inconscience. C'est-à-dire, je n'ai pas eu conscience de faire une bêtise en me mettant à écrire et en prenant le risque de perdre tout matériellement, ce qui a été le cas. C'est comme une grille de priorité dans la tête qui fait que il y a quelque chose qui brille tellement fort qu'on ne peut pas résister et que c'est ça qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui réussissent ou qui réussissent pas, qui sont comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment faire autrement. Ils seraient tellement malheureux s'ils ne le faisaient pas. Ça serait un véritable échec. Et on peut être en échec toute sa vie en gagnant 5 000 euros par mois, en ayant des vacances. Et puis être dans une forme de réussite que j'ai l'impression de vivre, alors que je ne peux pas me payer un taxi quand je rentre d'un dîner chez des copains, quoi. Oui, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est une échelle de priorité dans la tête qui n'est pas forcément la même que d'autres, quoi. Mais chacun la sienne. Et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais été malheureux. Moi, je me considère pas ayant fait un choix, quoi. J'ai été porté par l'évidence, par ce qui allait me rendre heureux, ce qui allait m'empêcher d'être. En fait, je pouvais pas. J'avais pas le choix entre faire de la photo alors que je peux plus en faire. C'est absurde. J'ai pas cette force-là, quoi. Il y a plein de photographes qui sont devenus très cyniques et qui me disent non, mais moi je fais ça, c'est alimentaire. En 8 ans, je suis à la retraite et puis je vous emmerde, quoi. Ah non, c'est impossible pour moi. J'ai pas réfléchi à ça une seconde. Et j'avais pas les moyens d'y réfléchir. J'avais même pas les moyens mentaux de l'envisager, quoi. C'est comme ça. Il fallait que j'écrive. Bon, alors la période a été entre le moment où j'ai commencé, où j'ai été publié et que ça a bien marché, ça a été très vite. Dans ma famille, on me disait mais tu vas pas être photographe, c'est n'importe quoi, t'es pas photographe, fais des études, assure l'avenir. Tu crois que tu vas devenir photographe en faisant clic-clac de temps en temps et en buvant des verres au café? En fait, oui. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi, en faisant clic-clac, quoi. Bon, c'est pareil. Cette foi dans c'est un truc, c'est un feu irrésistible, quoi. C'est pas un choix.